je reviens toujours à mes stylos qui ont été trouvés et que je vais confier à Diana. Voilà. Je vais appeler nos deux amis inséparables, Éric Vernier, le spécialiste du blanchiment d'argent, et notre ami Locine, qui vont nous parler de la recherche, de l'innovation et des gens qui trouvent. Voilà, qui trouvent, il y en a beaucoup. Merci Denis. Donc effectivement, là je proposais, puisqu'on a beaucoup parlé de l'Europe, je proposais déjà qu'on récupère les 1000 à 2000 milliards de fraude fiscale et d'évasion fiscale pour financer la transition énergétique. Ce serait pas mal en Europe. Alors vous avez vu sur le programme, et là je le revois à nouveau, que Éric Vernier et Locine Ouanti sont vice-présidents avec un S à vice. Alors je ne sais pas si c'est une faute d'orthographe ou si notre réputation nous a précédés. Voilà. Mais donc nous allons maintenant parler de la recherche, de la place de la recherche. Alors c'est la première année d'ailleurs qu'on met un focus sur la recherche, et nous avons pensé qu'en effet c'était un petit peu important de réfléchir à ce que la science pouvait amener aussi dans toutes ces questions de transition énergétique. Et quand je parle de science, c'est aussi bien évidemment les sciences dures, et notamment les sciences de l'ingénieur, que les sciences dites molles, sciences sociales et humaines. Et donc pour en parler, j'appelle donc Joël Jacquet de l'EXI, Nicolas Maléné de l'EXI aussi, donc l'école d'ingénieurs de La Rochelle, partenaire de cette université, François Soulet de Brugière, donc, qui est dans de nombreuses institutions liées au maritime, au commerce international et à la logistique, Vincent Helfrich, donc professeur associé à Excelia, et Thibaut Quenou, professeur associé à Excelia. Et nous aurons en vidéo Florian Bott, qui est un jeune maître de conférence de l'ULCO, l'Université du Littoral Côte-d'Opale, et qui travaille sur ces questions de transition énergétique et d'innovation. Voilà, donc je vais laisser Locine lancer le... Merci Eric. Rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'objectif de cette table ronde, c'est de comprendre comment la recherche scientifique et académique traite les questions de la transition énergétique, quel est son impact, et qu'est-ce que, effectivement, comme on avait dit tout à l'heure, qu'est-ce que les chercheurs qui cherchent trouvent. Donc, on va essayer de comprendre à la fois la recherche scientifique dans le domaine des sciences dures, d'abord, ensuite dans les sciences humaines en général. Donc, je ne vais pas tarder, je vais poser ma première question à Joël. Alors, ma question est très simple. La recherche en sciences dures et de l'ingénieur traite les questions de la transition énergétique depuis longtemps. Mais ma question, c'est comment vous abordez ces questions? Quels sont les outils que vous mettez en place pour élaborer toute sa recherche et quel est son apport au final? Merci Locine, merci Eric de cette introduction. C'est vrai que c'est sympathique de faire cette table ronde sur la recherche. On ne l'a jamais fait, c'est vraiment intéressant. Et je suis ravi d'être avec nos amis et collègues et voisins d'Excelia pour partager ce moment. Je viens de suivre avec difficulté le cours d'économie de la table ronde précédente. Alors là, je vais me venger. On va parler de science et vous allez souffrir. Non, trêve de plaisanterie. Je vais raconter rapidement ce qui se passe à l'EXI, l'école d'ingénieurs de La Rochelle, où en termes de recherche, on a deux domaines principaux, l'énergie et la mobilité. Je vais laisser Nicolas parler de la mobilité à mes côtés, et je vais essayer de raconter rapidement ce qui se passe dans le domaine des énergies, ce qu'on fait. On a principalement deux laboratoires que deux personnes parmi vous ont eu la chance de visiter ce matin. Je pense que là aussi, c'est peut-être des choses à mettre en place, des visites. Un laboratoire qui nous permet de mesurer le vieillissement des batteries. Donc, évidemment, en termes d'énergie et de transition énergétique, le domaine des batteries est un domaine important pour lequel l'école a une grande expérience, plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine. Et évidemment, dans cette partie, l'important, c'est d'essayer de déterminer
la durée de vie, et de trouver les paramètres qui permettent d'optimiser, d'allonger cette durée de vie et d'optimiser en fonction des besoins. Alors pour une voiture, il y a certains paramètres à trouver. Pour un train, c'est autre chose. Pour un bateau, c'est encore autre chose. Le deuxième laboratoire concerne les smart grids. Alors smart grid, réseau intelligent, c'est tout ce qui concerne entre la source d'énergie renouvelable, qui peut être une éolienne, qui peut être un panneau photovoltaïque ou qui peut être une hydrolienne, puisqu'on est au bord de l'océan, et jusqu'à l'injection de courant dans le réseau. Donc il y a des aspects hardware, technologiques, pour récupérer cette énergie. Et il y a aussi beaucoup de logiciels, d'algorithmes qui permettent d'optimiser l'extraction de cette énergie mécanique, souvent du vent ou de l'eau, et de la transformer en courant de la meilleure des manières. Donc on a un laboratoire qui permet de faire ça, à la fois ce côté numérique et ce côté technologique. Voilà, dresser rapidement nos compétences. Alors comment ça se traduit? Je vais essayer d'aller vite à nouveau. Je vais essayer de l'illustrer à travers les nouveaux projets sur lesquels nous travaillons et qui sont dans le domaine de l'avenir. Évidemment, j'ai parlé des batteries, ok, c'est bien. L'avenir aussi, c'est l'hydrogène. Donc on commence évidemment à travailler sur ces choses-là. On a parlé beaucoup de l'hydrogène pour les avions ce matin. On avait un papier là-dessus, une présentation là-dessus. On a parlé pour les voitures, évidemment. On a le projet Luso qui a été récompensé hier soir et qui a été présenté largement aussi. Luso, logistique urbaine zéro carbone, qui fait intervenir des véhicules qui vont rouler à l'hydrogène. Et donc avec toute l'infrastructure. Évidemment, quand on parle d'hydrogène, on parle d'hydrogène vert. Ça ne sert à rien de faire rouler une voiture à l'hydrogène fabriquée par du pétrole. Ça a été rappelé hier, une tonne d'hydrogène fabriquée coûte 12 tonnes de CO2. Donc si l'hydrogène n'est pas vert, ça n'a pas de sens. Ça a été rappelé hier aussi, l'hydrogène est un axe vraiment de développement de l'Europe au niveau national, avec les 7 milliards d'euros qui ont été annoncés. Donc c'est un sujet évidemment dans lequel on ne peut pas ne pas être. Et Françoise Coutan a rappelé hier aussi la feuille de route du programme hydrogène pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui a plein d'atouts dans ce domaine, et donc on se doit d'y être. Ça, c'est l'illustration générale. Je vais le décliner rapidement et ça va terminer ma présentation. 2 déclinaisons. Une déclinaison de cet hydrogène, de cette pile à combustible que l'on applique, comme vous l'avez vu hier, sur les voiliers de plaisance, qui nous permettent aujourd'hui d'arrêter d'utiliser du gasoil ou de l'essence pour faire avancer nos bateaux de plaisance dans les ports ou ailleurs. Et donc ça, c'est un premier domaine sur lequel on se doit d'être. On est à nouveau une ville portuaire avec un des plus grands ports de plaisance européens. Et donc c'est un sujet intéressant. La deuxième illustration que je voudrais apporter, sur lequel nous travaillons ici, à Alexis, c'est le domaine ferroviaire. On l'a un petit peu abordé ce matin. Il faut savoir que sur la région Nouvelle-Aquitaine, on a 3400 km de lignes de chemin de fer, dont 2100 ne sont pas électrifiées. Donc on voit le nombre de locomotives et de trains qui marchent aujourd'hui au diesel. Et un des objectifs, évidemment, c'est de verdir, de sortir du diesel, de sortir ces rames et de le remplacer par des batteries ou par autre chose. Alors les solutions, c'est les batteries, évidemment. Ça peut être aussi l'électrification des lignes, mais on sait que c'est très cher et que les coûts de maintenance sont très importants. Les batteries, je viens de le dire, le biogaz aussi, pourquoi pas, il y a certaines rames qui commencent à fonctionner comme ça. L'hydrogène, en Allemagne, il y a certaines tronçons qui marchent déjà à l'hydrogène. En Autriche aussi, ça commence à venir. Il faut savoir que quand on extrait un moteur diesel d'une locomotive, on gagne 18 tonnes, on perd 18 tonnes plutôt. Et donc, évidemment, un gain en termes de consommation qui est évident.
Voilà, donc j'ai été assez long, donc je pense que je vais arrêter là. Un aperçu rapide de tous les domaines de recherche liés à la transition énergétique, Alexis, et je laisse mon camarade Nicolas peut-être poursuivre. Merci Joël pour ces explications succinctes, claires, et on a tous compris finalement. Donc on est tous capables de comprendre, grâce à toi, le langage de l'ingénieur. Je rebondis pour la deuxième question et je m'adresse à Nicolas qui est expert et chercheur en supply chain et transport, et notamment sur la question du dernier kilomètre. Alors on est curieux de comprendre, c'est quoi la problématique du dernier kilomètre, hein, si tu peux nous expliquer un peu plus, et quelles sont effectivement les problématiques posées par la recherche sur ce domaine. Oui, alors la question du dernier kilomètre, nous on y est venu il y a une douzaine d'années en fait, quand La Rochelle s'est véritablement intéressée à ces livraisons en ville et qu'elle a commencé à se poser la question de la mise en œuvre d'une plateforme de livraison installée pas loin de la gare. Et ça a été initié, ce travail, dans le cadre d'un projet européen. Il se trouve qu'à l'époque, on était déjà pas mal installé au niveau Europe sur les projets de recherche et qu'on a pris le train en marche, qu'on s'est intéressé très largement, compte tenu de nos origines plutôt orientées productiques, logistiques, à cette livraison du dernier kilomètre qui pose effectivement de sérieux problèmes, notamment pour les entreprises. On considère, puisqu'on a évoqué rapidement la supply chain, que le coût de transport d'un produit peut être divisé en trois. Et si je prends le produit qui vient le plus loin possible, on va dire qu'il va partir de Chine pour arriver au Havre, et de Havre, il va arriver sur une plateforme régionale située à Saintes, par exemple, et puis après de Saintes, il va arriver à La Rochelle. Ben, le coût de transport rapporté à ce produit, c'est un tiers. C'est-à-dire que ça revient aussi cher, finalement, de le faire transiter de la Chine au Havre que de le faire venir de Saintes à La Rochelle. Donc le problème économique, il est évident à partir de là. Pour les collectivités, ben, le problème, il va se poser en termes de pollution, puisque jusqu'à il y a 12 ans, on ne parlait pas de livraison en électrique. On commençait juste à avoir quelques développements sur des camions plutôt légers. Et tout de suite, le problème de pollution qui ressort encore très largement aujourd'hui. On annonce le nombre de morts dues aux pollutions aujourd'hui sur la planète. Ça fait un peu froid dans le dos. On sait que le transport y contribue largement. Il a sa part, notamment au niveau des villes, puisqu'il impacte lourdement sur la qualité de l'air, et notamment sur la qualité de l'air en bordure des voiries. Donc quand on mélange un petit peu ces impacts sanitaires, ces impacts économiques, ces impacts environnementaux, très rapidement on se retrouve sur un référentiel de développement durable et comment faire en sorte finalement que le transport du dernier kilomètre obéisse à cette logique de durabilité. Et c'est toutes les questions qui nous ont été posées depuis une douzaine d'années, qu'on a essayé de résoudre avec les outils des outils plutôt orientés, alors ce qu'on appelle sciences dures. Je ne sais pas si ce sont des sciences dures, mais quand on parle automatique, productique, effectivement, on va avoir des modèles de référence sur du pilotage de chaîne avec des approches décisionnelles, avec des indicateurs de performance qui vont permettre l'évaluation à la fois environnementale, économique, sociétale. On va travailler avec des outils qui ont on va dire un background plutôt mathématique, des outils de simulation de flux. Et puis après, on va mettre en œuvre, c'est vrai, un certain nombre de références au niveau ingénierie sur la conception de produits, sur la conception de systèmes de transport. Alors c'est vrai que nous, ce n'est pas tellement notre cheval de bataille, la conception véritablement de ces véhicules, quoique on peut noter, c'est vrai qu'on a déjà collaboré à l'époque avec Renault dans le cadre d'un projet financé par l'ANR sur la conception d'un véhicule, alors dérivé et largement inspiré du Twizy. Faut dire que, c'est pas un secret, commercialement, le Twizy n'est pas un succès phénoménal.
Je vais dire, on n'en trouve pas un à chaque fois qu'on tape dans un caillou. Donc Renault avait cherché un second souffle à ce véhicule et ils avaient pour une fois démarré une démarche en ingénierie un peu différente de ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire qu'ils étaient poussés par la recherche. Donc notre profil les intéressait et on avait travaillé sur un véhicule qui permettait de déclipser une remorque très rapidement au niveau d'une plateforme logistique en centre-ville, et puis recharger une plateforme. Et comme ça, ce véhicule se comportait comme un mini semi-remorque. Et ce qui est important en logistique, alors quand on parle de la logistique urbaine ou la logistique plus lourde, qu'elle soit portuaire ou quoi, c'est ce qu'on appelle la rupture de charge, c'est-à-dire le temps qu'on va perdre au transbordement de marchandises d'un mode de transport sur un autre. L'intérêt d'avoir une remorque qui pouvait se déclipser très rapidement du petit tracteur Twizy, c'est de dire, en fait, il suffit d'avoir 2 remorques, et quand il y en a une qui part en tournée, l'autre est en train d'être rechargée gentiment sur la plateforme logistique. Donc, c'est là-dessus et sur cette base de réflexion qu'on avait travaillé sur la transformation du Twizy. Bon, l'expérimentation avait été plutôt prometteuse. Après, nous, on ne s'immisce pas forcément sur les développements marketing, etc. du véhicule. Et bon, pour des raisons internes que je ne développerai pas ici, finalement, le petit véhicule n'a pas été commercialisé et développé jusqu'au bout. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est ce genre d'approche qui peut nous intéresser. D'abord, le côté pilotage, innovation en termes de schéma, évaluation de ces schémas. On avait eu l'occasion, par exemple, ici, à La Rochelle, d'expérimenter le transport mixte, où on positionnait des marchandises dans le bus. Donc ça, ce sont des schémas qu'on a expérimentés, évalués. Voilà, c'est un petit peu autour de ces éléments que l'on va travailler. Aujourd'hui, on est toujours intéressé et fortement par la mobilité ou la logistique du dernier kilomètre. Le contexte de différentes collaborations, et notamment les collaborations de longue date que l'on a avec la CDA de La Rochelle, nous a amené à plusieurs reprises aussi à nous intéresser à la mobilité des personnes. C'était dans ce cadre-là qu'on avait expérimenté aussi des schémas autour d'une navette autonome qui a circulé quelque temps sur le vieux port de La Rochelle, et qu'on avait pu évaluer le service apporté par ce type de véhicule. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces explications et surtout pour les exemples concrets qui ont été mis en place et qui, encore une fois, démontrent l'intérêt de la recherche pour faire avancer les questions liées à la transition énergétique. Je m'adresse à François qui a, comme a dit Eric tout à l'heure, a plusieurs casquettes, et à la fois professionnelle, mais aussi qui a contribué quand même à beaucoup de travaux de recherche. Ma question est: tu es expert aussi du transport maritime et du commerce international. Est-ce que tu peux effectivement nous expliquer le lien, l'impact de la recherche sur le commerce international, ou plus précisément sur le transport maritime? Oui, bonjour à tous. Alors, déjà, il faut préciser les choses. À ma droite, les sciences dures, à ma gauche, les sciences molles. Voilà, bon. Et donc déjà, l'approche qu'on va avoir dans une entreprise n'est pas la même entre ces deux catégories. Et encore, on pourrait les différencier encore plus que ça. Autrement dit, quand une entreprise travaille avec les sciences dures, généralement, travaille avec des labos, les choses sont assez courantes de voir une entreprise s'adresser d'elle-même à une école ou une université pour dire voilà, j'ai tel problème, aidez-moi avec votre labo à régler ça. Bon. À ma gauche, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que le management, c'est très, je vais dire, protéiforme. Et donc, trouver un enseignant-chercheur ou un chercheur qui va s'intéresser pile poil au domaine que l'entreprise souhaite voir développer, c'est déjà compliqué. Ensuite, il faut que le chercheur en question ne soit pas sur une autre recherche au moment où ça se passe. Bon, on était tous à l'IRSI. On voit bien que c'était compliqué de faire en sorte que le planning de l'enseignant-chercheur colle avec le planning de l'entreprise qui voulait nous confier une recherche. Donc on ne peut pas parler de la même manière de ces deux aspects.
il est clair que dans le domaine scientifique, c'est pas plus simple, mais en tout cas, c'est plus courant donc, de voir une entreprise s'intéresser à une école et une école à l'entreprise. Ceci étant, moi je parle pour la transition énergétique dans le domaine maritime. Attendez, c'est une catastrophe aujourd'hui, quoi. C'est une catastrophe. Pourquoi? On est parti du fioul lourd, avec du soufre, 15%. On nous a dit non, ça souffre trop, tout ça, il faut désoufrer. Très bien. On passe au fioul à 0,5%. Mais ça coûte très cher. Il faut mettre des scrubbers, il faut changer les moteurs. Donc c'est entre 5 et 10 millions de pièces pour les bateaux. On est à peine au scrubber qu'on dit non, attends, les scrubbers, c'est pas bon, on va passer au GNL. Ben bien, parfait. Et là, vous avez peut-être vu, si vous vous intéressez à ça, que la compagnie nationale CMA-CGM vient de mettre à l'eau, ça fait un moment qu'il est à l'eau, mais disons de mettre en service commercial le premier porte-container à GNL du monde. Moteur de 95 000 chevaux, vous voyez, donc il ne suffit pas juste de verser le bazar pour que ça avance. Bon. Donc ils ont mis du temps, et maintenant qu'ils sont au GNL, on dit non, mais attendez, le GNL, ça pète autant que 30 millions de vaches, donc on ne peut pas faire ça, ça sort du méthane, il faut passer à l'hydrogène. Bon, allez, on est parti sur les piles à hydrogène. Alors on commence avec les petits bateaux, les bateaux fluviaux, bon, très bien. Et puis maintenant qu'on commence à voir arriver, on l'a vu là pendant tous ces 2 jours, des moteurs à hydrogène qui commencent à devenir performants, on dit non, l'hydrogène, d'abord, il y a 20% d'hydrogène vert, le reste c'est de l'hydrogène bleu ou gris, je ne savais pas que ça existait deux, mais bon, bleu ou gris, et celui-là il n'en faut pas. S'il faut aller chercher que les 20% d'hydrogène qui vont servir pour les bateaux, ça va être compliqué. Et maintenant, vous ne savez pas la dernière, c'est l'ammoniac. Voilà. Les prochains moteurs, je vous le dis, mais ce n'est pas des blagues, vous pouvez regarder ça sur les choses, ça sera de l'ammoniac. Bon, alors, apparemment, l'ammoniac, ça ne sort plus que de l'eau, c'est tout très bien, sauf que je me dis, le bateau, avec 240 tonnes d'ammoniac dans les soutes, qui se crache sur un rocher, les poissons vont faire une drôle de gueule, quand même. Mais bon, donc vous voyez, il y a toujours un impact de ces nouvelles technologies qui est bien, mais il y en a un autre impact qui est carrément frustrant, quoi, et mauvais. Bon. Et donc, nous, ce qu'on attend des chercheurs, c'est qu'ils nous donnent une bonne solution. Il y en a un, ils étaient partis, il y a un bateau qui tourne à ça avec de l'huile de friture. Je ne sais pas si vous voyez la quantité de frites qu'il faut bouffer pour faire La Rochelle, États-Unis. C'est quand même compliqué, vous voyez. Mais ça existe, ça existe. Bon. Donc, il y a plein de recherches, et nous, en tant qu'entreprise maritime, entre autres, ce qu'on aimerait, c'est qu'on nous donne des perspectives qui soient à plus que 2-3 ans. Pour dire, tel type de moteur, oui, il est bien, et puis vous pouvez investir, puis ça va coûter des millions. Bon. Ça, c'est pour les sciences dures. Après, donc, il y a les sciences... alors, je ne sais plus comment, on ne dit pas molles, on dit... comment? Sciences humaines, voilà, les sciences humaines. Ouais. Vous n'êtes pas humain. Alors, vous êtes dur et pas humain, et eux, ils sont pas trop mous et humains. Voilà. Bon. Donc, tout va bien. Et là, si vous voulez, alors, il y a des très gros impacts qui sont quelquefois pas si visibles que ça. Et je veux prendre un exemple qui est assez ancien, puisque c'est une théorie qui est sortie en 1982 de la part de messieurs Baumol, Panzar et Willig, qui s'appelle la théorie des marchés contestables. Cette théorie des marchés contestables, elle dit que quand une société qui est en situation de monopole se trouve sur un marché où il n'y a pas de coût d'entrée et pas de coût de sortie, elle se comporte comme une société en situation de concurrence. Alors je vous répète ça très doucement, très vite, quand même, c'est que pas de coût d'entrée, ça veut dire que vous pouvez entrer sur le marché sans avoir beaucoup d'argent à dépenser. Vous prenez un train ou vous prenez un bateau, si vous pouvez louer une locomotive, vous pouvez louer un navire, vous allez utiliser un quai et vous allez payer à l'œuvre, quoi. Vous n'avez pas à investir nécessairement dans un bateau. Bon. Et puis, quand vous sortez du marché, vous ne payez plus le port, vous rendez le bateau, ou vous rendez le train, et donc une société en situation de monopole est censée se trouver comme une société en situation de concurrence, puisque dans ce cas-là, la société en monopole, sur un marché évidemment pur et parfait, comme sont tous les marchés, c'est bien connu, elle gagne des sous, le même montant que ce qu'elle gagnerait si elle était sur le marché. Elle décide de monter ses prix en se disant, puisque je suis tout seul, je monte mes prix. Comme il n'y a pas de coût d'entrée, il y a plein de gens qui viennent en concurrence, puisque là, on commence à gagner de l'argent. Du coup, le prix descend. Et ce qu'ont montré M.
Pansart, Willig et Baumol, c'est que le prix redescend tellement qu'il redescend plus bas que le prix de départ. Autrement dit, la société qui fait ça, en situation de monopole, elle se pénalise. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est cette théorie-là qui fait qu'encore aujourd'hui, on a dans le domaine maritime des conférences maritimes, autrement dit des groupements de compagnies qui ne sont plus très nombreux, mais on nous explique encore, là, jusqu'à maintenant, que donc les conférences sont autorisées parce que, tout en étant en situation de monopole, comme louer un bateau, c'est pas très cher, et le rendre, c'est encore moins cher, tout le monde peut y venir. Vous voyez ? Et donc, ça a un impact sur la transition énergétique, puisqu'en fait, ça permet à ces sociétés maritimes, ces compagnies maritimes, de se regrouper de plus en plus. Donc, il y a de moins en moins d'acteurs, et donc, le client, que je suis, a de moins en moins de poids pour négocier son prix. Vous voyez ? Et quand je ne peux pas négocier mon prix, eh bien, je ne peux plus choisir librement l'opérateur avec qui je vais travailler. Et quand je vois aujourd'hui que les compagnies maritimes se lancent, on l'a dit tout à l'heure, je crois, se lancent aussi dans la maîtrise des préacheminements et des post-acheminements, on va se retrouver dans des situations complètement figées de ce point de vue. Vous voyez ? Donc voilà un exemple d'une théorie qui est très ancienne, mais qui a un impact direct sur la façon dont les entreprises, les chargeurs, peuvent ou non négocier avec la compagnie. Voilà. Alors, ce que l'on demande à ces messieurs des sciences molles, enfin des sciences humaines, pardon, c'est de nous aider à réfléchir sans être hors sol. Et c'est là que c'est compliqué, parce que le chercheur qui cherche, évidemment, il est obligé il cherche avec un terreau qui est toujours un modèle. Un modèle, c'est jamais exactement une entreprise. Et donc, nécessairement, la façon dont il prend le problème n'est pas exactement celle de l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de la bienveillance, je dirais, à la fois du côté du chercheur, qui se dit que l'industriel, il n'est pas intéressé que par le pognon, et de la part de l'acteur économique, qui se dit que le chercheur n'est pas simplement hors sol, on arrive à des choses, et on a fait quelques beaux dossiers sur ces questions-là. On a même fait des dossiers tout à fait internationaux qui traitaient de la Russie, de la Chine, de la France, et voilà. Entre autres pour parler d'ailleurs des routes de la soie, qui ne sont ni des routes ni de soie, mais qui existent. Voilà à peu près. Ben merci François pour la clarté de tes propos, comme toujours. Et donc justement, on va laisser les sciences molles répondre. Et donc je me tourne vers Vincent, qui va pouvoir nous expliquer justement ce que proposent les chercheurs en sciences humaines et sciences sociales à la transition énergétique. Très bien, merci. Donc j'ai une lourde tâche de passer après François pour essayer de raccommoder tout ce qui vient de déstructurer. Donc en fait, ce qu'on peut déjà dire, ce qui est intéressant dans les recherches en sciences humaines, en lien avec en sciences humaines et sociales avec les thématiques de la transition énergétique, c'est que justement, il faut essayer d'éviter de séparer les sciences humaines des sciences dures. Et plus on peut arriver à construire des recherches qui seront co-construites entre les sciences humaines et sciences dures, plus ce sera pertinent pour les acteurs du terrain. C'est-à-dire que finalement, quand on fait des recherches pluridisciplinaires, on est au niveau le plus faible, c'est-à-dire qu'on juxtapose des compétences de discipline et on essaye de faire des petites comparaisons. Quand on travaille sur des approches interdisciplinaires, là, on va beaucoup plus travailler en coopération avec les acteurs de différentes sciences et co-construire des savoirs communs. Et le niveau le plus abouti, c'est ce qu'on appelle la transdisciplinarité, où là, on a vraiment les problèmes qui sont étudiés avec des nouvelles méthodes qui n'appartiennent à aucune discipline au départ. Et pour arriver à ça, forcément, il faut un certain temps d'échange et d'interaction entre les disciplines. Et ce n'est pas toujours évident, puisqu'on sait que souvent, on a tendance à cloisonner les disciplines dans des sections, ce qui fait que les échanges sont plus difficiles. Mais il n'empêche que beaucoup de chercheurs travaillent sur ces approches un peu interdisciplinaires. Et nous aussi, au niveau d'Excelia et de l'IRSI, on travaille sur des approches qui sont à la fois qui nécessitent une approche interdisciplinaire et qui en plus sont très ancrées dans le terrain. Donc ça peut vous rassurer sur ces deux points. Concernant les recherches en sciences humaines, plus concrètement, comment elles peuvent contribuer, on peut notamment évoquer toutes les recherches qui tournent autour de la sociologie des sciences et des techniques, qui permettent de comprendre justement que les enjeux sociaux de l'émergence ou pas
par exemple, d'une innovation. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué pendant les différents débats depuis l'avant-première, de cette idée de devoir impliquer les citoyens dans la transition énergétique, impliquer les utilisateurs, aller au-delà de l'invention, de l'innovation, mais aller vraiment vers une approche de changement. Tout ça, ça passe par des études qui peuvent être appuyées par les apports, par exemple, de la sociologie des sciences. Et il y a des travaux qui ont été faits sur, par exemple, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits, par exemple, sur l'émergence de la bicyclette qu'on connaît aujourd'hui et qui a passé par des tas de modèles différents, de formats différents. Et ces différentes trajectoires peuvent être expliquées, ces succès et ces échecs peuvent être expliqués par différents acteurs qui portent des enjeux techniques, des enjeux sociaux, des enjeux de valeur, des enjeux... Et c'est très intéressant d'examiner ces cas anciens parce qu'on peut tirer des conclusions pour des travaux futurs ou pour des projets concrets qu'on doit mettre en place demain. Et si on prend l'exemple du territoire de La Rochelle, avec tous les travaux sur La Rochelle, territoire zéro carbone, il y a quand même beaucoup de travaux qui vont porter sur le fait d'impliquer les citoyens au maximum dans la transition énergétique. Et ces travaux-là peuvent être éclairés par des approches, notamment de sociologie des sciences, pour comprendre ce qui peut être bloquant. Parce que parfois, ce qui est bloquant, ce n'est pas du tout un élément technique. Donc, ce n'est pas du tout un élément que, par exemple, les ingénieurs ont pu rencontrer dans leur réflexion, mais qui peut venir du terrain, qui peut venir de tas d'éléments. Et cet exemple sur le vélo est très intéressant parce qu'on voit, par exemple, que dans l'historique de ces développements, il y a eu des problèmes, par exemple, avec des groupements qui défendaient les promenades dans les parcs le week-end. Donc c'était à l'époque au 19e siècle, où on avait peur que les vélos viennent perturber en fait la tranquillité des promeneurs, que même des promeneurs allaient être écrasés par les vélos, etc. Je crois que les Parisiens connaissent bien ça. Voilà, et donc on voit aussi que c'est un problème qui n'a jamais vraiment été résolu, mais bon. Toujours est-il, c'est qu'on voit tous ces éléments sociaux qui peuvent être expliqués par ces approches et venir compléter les éléments techniques. Et on remarque que souvent, des innovations qui finissent par vraiment s'implanter ne sont pas toujours les meilleures d'un point de vue technique, mais ce sont celles qui ont été les plus acceptables d'un point de vue sociétal. Donc ça, c'est pour la socio des sciences. Et bien sûr, l'économie et le management sont aussi très importants dans ces approches, notamment si on parle d'économie et de management de l'innovation, puisque ce sont des champs qui permettent justement de comprendre les mécanismes qui vont par exemple lier les notions de créativité, qui sont souvent des notions plutôt individuelles, les notions d'innovation qui se perçoivent plutôt au niveau de l'organisation au sens large, et la notion de changement qui, cette fois-ci, se perçoit au niveau de la société, dans son ensemble. Et ce mécanisme, ce passage de la créativité à l'innovation au changement est très bien traité et documenté par l'économie ou le management de l'innovation pour comprendre comment les structures doivent s'organiser, par exemple, pour favoriser l'innovation, quels mécanismes doivent être mis en place pour que cette innovation puisse ensuite se diffuser. Et bien sûr, on a aussi tous les travaux qui peuvent être faits en marketing, par exemple, pour finalement aller au-delà de la création de l'innovation, mais aussi la vendre, entre guillemets. D'ailleurs, c'est un sujet qui avait été évoqué par nos collègues de l'EXIC. Finalement, le développement final du produit qu'ils ont pu développer nécessite quand même une approche, ou en tout cas un apport des sciences humaines et sociales. Donc voilà un peu des différents champs dans lesquels les sciences humaines peuvent contribuer. Et bien évidemment, cette contribution sera d'autant plus pertinente que ça se fera en coopération directe avec les ingénieurs, avec les personnes qui travaillent sur les objets techniques, pour y apporter ce regard socio-technique, et bien évidemment avec le terrain, les entreprises, les acteurs du territoire, qui eux sont aussi des parties prenantes très importantes de l'émergence ou pas de ces innovations. Et ce qui est très important aussi, c'est d'étudier des cas de succès, parce qu'on en présente beaucoup de cas de succès finalement dans les universités 5T, mais c'est aussi intéressant d'étudier des cas qui peuvent peut-être aussi être des cas d'échec, parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur la base de certains échecs de développement. Il y a des cas aussi qui ont montré cette pertinence-là de traiter les échecs. Il y a un exemple qui est très connu en économie sur les biais liés à ça, c'est l'exemple des ingénieurs britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale qui devaient réduire le poids des avions et qui, pour réduire le poids des avions, devaient réduire le blindage et donc examiner en fait les avions revenus du combat pour réduire en fait le blindage dans les zones qui n'étaient pas touchées. Et en fait, ça a été catastrophique parce que les avions qui reviennent du combat, justement, ils n'ont pas été touchés dans les points les plus sensibles. Et la partie qui n'était pas visible et qui était très importante, c'était justement les avions qui ne sont pas revenus. Parce qu'eux, ils ont été touchés à un point
beaucoup plus stratégique. Et donc cette partie-là, c'est aussi ce qui peut être étudié quand on s'intéresse à des, entre guillemets, des échecs d'innovation qui sont très très importants pour comprendre le processus. C'est effectivement le biais du survivant qui nous rappelle qu'il est intéressant de regarder les échecs, de les observer, que ça nous apporte autant que d'observer les succès. Pour illustrer justement, et merci Vincent pour cet éclairage, illustrer cet apport des sciences humaines, je vous propose donc de regarder une vidéo de Florian Bott, donc, qui est un jeune maître de conférence qui, dans un travail postdoctoral, étudie justement la question de la transition énergétique et des innovations. Donc si on peut envoyer la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florian Bott, je suis maître de conférence à l'Université du Littoral et chercheur au LEM. Tout d'abord, je voudrais remercier Éric Vernier de m'avoir invité à contribuer à cette école d'été. Je vais vous présenter en quelques minutes un projet qui s'appelle « Modéliser le risque de transition », sur lequel je travaille avec Tim Jackson, Tommaso Cierli, Tim Foxon, Andrew Jackson et Marco Valente. Deux grands enjeux derrière ce projet. Premièrement, le changement climatique et la transition vers une économie zéro carbone et ses effets sur l'économie. Et en deux, réunir dans un modèle macroéconomique deux approches qu'on peut qualifier d'hétérodoxes en ce qu'elles sont à l'extérieur du champ de l'économie dominante. Ces deux approches sont la modélisation multi-agent qui nous vient de l'économie évolutionniste et la modélisation stock-flux cohérente qui émane de l'école de pensée post-keynésienne. En premier lieu, on doit faire la distinction entre le risque physique et le risque de transition en termes de changement climatique. Le risque physique, c'est celui qui va se traduire par des hausses de température et l'augmentation de la fréquence d'événements météorologiques extrêmes. Le risque de transition, il est associé, lui, aux mesures qui vont être prises pour tenter de contenir ou d'éviter le risque physique. Donc c'est sur le risque de transition que portent nos travaux. On sait que le temps presse et que l'on prend du retard, ne serait-ce que pour respecter les accords de Paris. Et on sait que ces accords de Paris sont insuffisants pour contenir le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Donc la transition, elle doit être extrêmement rapide. Et une transition rapide, elle a trois principales caractéristiques. C'est un changement structurel rapide, c'est-à-dire que des infrastructures entières vont devoir être remplacées avant leur fin de vie. Et elle nécessite également des investissements massifs et inhabituels pour des économies matures. Et enfin, elle entraîne des comportements nouveaux de la part de tous les agents économiques. Donc cette transition, elle peut avoir des impacts multiples. En premier lieu, elle implique qu'une grande partie des réserves d'énergie fossile ne soit jamais extraite du sol, ce qui va affecter les agents économiques qui détiennent mines et forages, mais également de nombreux autres secteurs. Par exemple, les secteurs qui fabriquent des biens capitaux pour extraire, transporter et mettre à disposition les énergies fossiles, mais aussi les secteurs dont le fonctionnement repose sur leur usage, certaines infrastructures, etc. On parle d'actifs échoués à propos de ces actifs qui ont été dépréciés prématurément. L'échouement de ces actifs va dégrader le bilan des entreprises qui les possèdent et contaminer les fonds qui détiennent les actions dévaluées de ces dernières. Cela va également fragiliser ses créditeurs et resserrer les conditions de financement. Et ce n'est pas un phénomène qui se produira dans plusieurs dizaines d'années. Il a déjà lieu, BP, Shell et Total ont déjà annoncé cette année des échouements d'actifs importants. La fragilisation du système financier peut conduire à des défauts en cascade et à une crise financière. La transition peut aussi conduire à des hausses de coûts de l'énergie et à la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Tout cela va affecter la dynamique macroéconomique à travers le système financier, l'investissement, l'emploi, l'innovation, mais aussi la structure de l'économie, les inégalités et la composition de la demande. J'en viens maintenant à la façon dont on va essayer de comprendre et d'analyser ces enjeux. On modélise ces phénomènes à l'aide d'un modèle macroéconomique multi-agent stock-flux cohérent. Les modélisations multi-agents et stock-flux cohérentes ne sont pas nouvelles, mais elles sont restées marginales pendant longtemps. Elles intéressent maintenant, malgré tout, de plus en plus d'institutions internationales et décideurs. On peut citer parmi d'autres la Banque d'Angleterre, la Banque Centrale Européenne, la Fed, l'OCDE, le FMI. Les modèles multi-agents stock-flux cohérents sont des modèles trop complexes pour être résolus analytiquement, et on est donc obligé de les simuler numériquement un grand nombre de fois et de travailler à identifier les patterns et les régularités qui en émergent. À propos d'émergence, c'est un concept qui est au cœur des théories de la complexité. Il se résume à la formule « le tout est plus que la somme des parties ». Les systèmes agrégés, tels que nos économies, ont des propriétés émergentes. Et on ne peut pas, en étudiant des agents économiques individuellement, comprendre le phénomène qui se produit au niveau agrégé. Il faut donc étudier la macroéconomie à partir de la façon dont les agents économiques interagissent et comment de nouveaux phénomènes émergent. Le modèle est également stock-flux cohérent, cela signifie que tous les flux monétaires sont pris en compte.
Ils proviennent et alimentent des stocks selon le principe de la comptabilité en quadruple partie, conformément à la comptabilité nationale. Autrement dit, chaque flux monétaire sortant d'un agent doit être le flux monétaire entrant d'un autre agent, chaque actif détenu par un agent et le passif d'un autre. Cette contrainte comptable permet de clarifier les interdépendances entre les agents ainsi que les différents secteurs de l'économie. Elle est d'autant plus importante que la question de recherche de ce projet porte sur les actifs échoués et leurs effets sur l'économie, et donc sur les interactions entre la sphère réelle de l'économie et la sphère financière. Ce type d'approche permet de mettre en balance les risques et les opportunités de la transition énergétique. Il est question des risques financiers liés aux actifs échoués et à leur transmission à l'économie réelle, mais aussi des opportunités de la transition qui passent par un besoin d'investissement important et le progrès technique. Les résultats préliminaires, car c'est un projet toujours en cours, indiquent que la garantie des prix à l'achat pour les énergies renouvelables est plus efficace que la taxe carbone, et enfin que le policy mix politique budgétaire contracyclique et règles de Taylor pour la politique monétaire à double mandat, c'est-à-dire un mandat qui cible à la fois l'inflation et le chômage, est le plus efficace pour stabiliser l'économie, éviter la récurrence de crises financières et de récessions réelles. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne table ronde. Donc merci. Donc là, vous pouvez... En plus, il est tout jeune, il vient d'être recruté, donc c'est un jeune docteur qui effectivement travaille sur la transition énergétique d'un point de vue économique et managérial. Et je crois que c'était intéressant de parler de cet exemple qui en plus regroupe un nombre de chercheurs pluridisciplinaires, mais surtout internationaux. Et donc pour terminer cette table ronde, alors une fois n'est pas coutume, mais il y a 2 ans nous avions annoncé la naissance du Yes Club, ce club donc de 5T qui encourageait et accompagnait tous les projets que pouvaient proposer des jeunes dans le cadre de la transition énergétique et du développement durable. L'an dernier, c'était l'école des hautes études de la transition énergétique qui était créée. Et donc cette année, nous vous annonçons la création d'un nouveau club, le club recherche de 5T, qui va justement essayer de regrouper, déjà d'utiliser le terrain de 5T de tous ses partenaires, de toutes les entreprises pour réfléchir justement sur la transition énergétique et les innovations, et donc à partir d'un ensemble de chercheurs de différentes disciplines. Et pour nous en parler, Thibaut va nous expliquer un petit peu en quoi va consister ce club. Merci beaucoup, Eric. Alors pour vous expliquer l'intérêt de ce club, déjà, c'est que vous avez remarqué que ça fait quand même quelques années que 5T existe. Ça fait quelques années qu'on collabore individuellement, entre guillemets, entre chercheurs. L'EXI, on les connaît, on les voit tout le temps, on discute tout le temps, on fait beaucoup de choses ensemble. On est sur un territoire, si on prend le territoire de La Rochelle, avec le territoire zéro carbone, avec des initiatives qui sont intéressantes. Pour autant, on a envie de parler de capitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut capitaliser sur ce qui a déjà été fait. Et pour capitaliser, il faut qu'on se structure et qu'on soit en capacité de monter en puissance sur ces enjeux, entre guillemets, qui vont obliger les chercheurs à travailler différemment pour trouver d'autres solutions, pour aussi apporter d'autres visions des choses. Et donc, c'est l'intérêt du club recherche. Donc, en gros, les différents principes... alors, j'ai mon petit mémo, ne vous inquiétez pas. En gros, c'est déjà d'être en capacité de regarder ce qui existe. De plus en plus de choses, aujourd'hui, sont réalisées à travers les territoires, pas uniquement en France, mais aussi à l'étranger. Il faut qu'on puisse avoir une dynamique de veille sur ce qui s'y passe pour éventuellement aussi capter des démarches faites sur d'autres territoires, pour nos territoires, nos institutions, mener aussi des recherches originales. On a parlé tout à l'heure de croiser nos expériences. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui méritent d'être mis en place, d'être testées, d'être expérimentées. Il faut casser les codes. Donc pour casser les codes, il faut qu'on puisse aussi aller un peu plus loin, d'où l'intérêt de travailler avec d'autres chercheurs, d'autres disciplines. Il faut aussi capitaliser sur la richesse de 5T. On a eu quand même 2-3 jours d'intervention avec des acteurs de qualité, des entreprises, des collectivités locales, de la société civile. On voit qu'il y a une richesse très forte de 5T. On se dit qu'en tant que chercheur, finalement, on n'en profite pas tant que ça, parce qu'il faudrait peut-être plus les interroger, les interpeller. Donc on se dit que là, finalement, on a peut-être beaucoup plus de choses à faire, et puis aussi réunir les parties prenantes qui, aujourd'hui, se disent, oui, on sait qu'il y a des enjeux, mais comment on le fait pour passer cette étape-là? Et on sait que ça va être ensemble, et le rôle des chercheurs, c'est d'apporter aussi cette vision. La solution, on ne va pas nous l'apporter, puisque c'est les acteurs sur le terrain qui vont le faire, mais ce travail peut-être d'éclairage, de réflexion, c'est un peu notre job. Donc c'est l'intérêt de ce club recherche. Donc l'idée, ça va être de mettre en place
2 comités, un comité de pilotage avec les parties prenantes, on va dire, en lien direct avec le terrain, pour qu'ils puissent aussi nous faire remonter ce qui s'y passe, pour éviter d'être hors sol. En gros, l'enjeu, c'est quand même de comprendre ce qui s'y passe. Et ce retour qu'on va avoir du terrain va nous permettre aussi de comprendre au quotidien les évolutions, surtout qu'au niveau technologique, ça va très très vite, mais aussi au niveau sociétal. Le comportement des citoyens évolue dans tous les sens. Et il faut être en capacité de comprendre ça. Et un deuxième comité qui sera plutôt un comité scientifique avec différents chercheurs multidisciplinaires pour qu'on apprenne à travailler ensemble et qu'on puisse aussi faire des choses ensemble. Alors, les objectifs à court et moyen terme, donc ça, on aura l'occasion par la suite d'y travailler. J'aime bien dire ça parce que comme ça, on ne s'engage pas. Les économies s'engagent rarement, vous l'aurez compris. C'est de mettre en place, par exemple, un observatoire pour travailler sur tout ce qui est... je baisse un petit peu parce que j'ai mon masque qui remonte, mais sur les innovations de la transition énergétique et durable. Je pense qu'il y a des choses à faire sur les entreprises qui travaillent avec Synthé et avec nos différentes institutions. Aussi envisager éventuellement des financements via les entreprises en passant par Synthé pour financer des doctorants, des ingénieurs de recherche, pour avoir des moyens, puisque la question de la recherche aussi, c'est comment on trouve des moyens pour investiguer de nouveaux champs. Et puis aussi étudier les facteurs de succès et d'échec, comme Vincent a pu le dire, mais aussi, comme Nicolas aussi a pu nous le dire tout à l'heure, de commencer à lister ces historiques, commencer à travailler ensemble sur ces questions-là, puisqu'on a déjà un historique d'une dizaine d'années au regard de l'activité de 5T, et puis aussi de commencer à mettre en avant des cas pratiques, des cas d'excellence, des cas de travail à plusieurs. On a eu notamment l'opportunité, nous, de travailler par exemple sur le cas Atlantec. C'est un écosystème qui a été créé il y a une dizaine d'années sur La Rochelle, qui arrive à fédérer les choses, et aujourd'hui ils sont sur une démarche qui est assez innovante parce qu'ils sont sur différents secteur d'activité, avec une volonté d'être global, multipartenarial. Donc on a déjà eu l'occasion de faire un article sur cette thématique et il faut qu'on puisse travailler beaucoup plus ensemble. Et donc en tant que bonne économie, j'ai envie de dire, aujourd'hui il est temps de capitaliser, on se connaît, on travaille bien ensemble, on peut aller plus loin. Eh bien allons plus loin ensemble en structurant notre démarche. C'est beau. Merci. Oui, là c'est très clair et j'espère que dans un an, tu nous expliqueras ce qui a été fait à court terme du coup. Tout à fait. Donc il y a quand même quelques projets, je vous rassure, il y a quand même déjà quelques projets qui sont sur les rails et qui avancent très bien. Et c'est vrai que 5T nous offre la possibilité d'avoir des exemples, d'avoir des entreprises, des terrains, comme nous disons dans notre jargon, des terrains d'études. Et c'est vraiment là un beau projet. En tout cas, j'ai été très heureux d'animer avec Locine cette première table ronde recherche. Je crois très honnêtement que ça manquait. Alors c'est peut-être, je prêche pour ma paroisse, mais ça manquait un petit peu et j'espère que c'est une première qui en appelle de nombreuses avec plein de résultats et pas seulement des recherches, mais surtout des trouvailles. Voilà, merci à vous tous et je laisse donc la parole finale.